l'Assemblée nationale, premier vote sur le programme Mauroy. Justice, la fin de l'ère perfide. Prison, le second évadé de Fleury-Mérogis, repris en Espagne. Météo, un début de week-end difficile, une fin meilleure. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vote sans surprise dans quelques minutes à l'Assemblée. Dans quelques secondes, peut-être, les députés vont approuver massivement le discours-programme que le Premier ministre leur avait exposé hier. L'opposition, c'est aussi à prévoir, va voter contre, mais vous le savez, la majorité requise est de 246 voix. À noter que le président de l'Assemblée, Louis Mermaz, va participer au scrutin. Le règlement le lui permet, mais l'usage voulait jusqu'alors que le président ne participe pas. Il paraît que cela ne s'était pas fait depuis 32 ans, c'est-à-dire depuis Édouard Herriot. Nous voyons en ce moment les images en direct de ce scrutin. Mais Louis Mermaz a dit que c'était à titre exceptionnel qu'il le faisait pour marquer sa solidarité avec les orientations du pouvoir. Enfin, là n'est pas l'essentiel. Les députés vont donc voter la confiance au gouvernement et à son programme. Les députés qui auparavant avaient entendu les points de vue du RPR et du PC hier, s'était exprimé l'UDF Jean-Claude Gaudin et le socialiste Lionel Jospin. Aujourd'hui, c'était donc au tour du communiste André Lajoigny et du RPR Michel Barnier. Michel Barnier qui a, dès son préambule, relevé les propos de Pierre Mauroy, dressant hier le bilan du pouvoir précédent. Mais avant de parler de l'avenir vers lequel vous voulez nous conduire, je voulais vous dire avec franchise, Monsieur le Premier ministre, avec une certaine tristesse, qu'il y a dans les propos tenus par certains de vos amis, et même un peu par vous-même hier, un certain nombre d'insinuations ou de critiques qui ont heurté profondément ma conscience de jeune citoyen. Bien mauvais procès, en effet, que celui qui est fait à notre ancienne majorité. Parler, comme nous l'avons entendu dire, d'une France en ruine. Parler de 23 ans de malheur que nous aurions imposés aux Français, quelle déception! Quelle déception pour ceux qui vous ont rejoints! Quelle humiliation même pour deux de vos ministres qui ont participé à l'œuvre de cette Ve République. Cela n'est pas honnête, cela n'est pas vrai, cela n'est pas digne d'un parti et d'un gouvernement qui aujourd'hui veulent reprendre les rênes d'une France respectée par tous dans le monde et dans le pays. Une France forte et rayonnante dans le monde ne peut être pour nous, comme pour vous, je le pense, qu'une France qui inspire confiance. Confiance dans le réalisme de sa politique économique. Confiance dans la fidélité à ses alliances et à ses engagements. Confiance dans sa capacité à aborder le monde nouveau avec lucidité et courage. Nous souhaitons, Monsieur le Premier ministre, de toutes nos forces, le succès de la France. Nous ne souhaitons donc pas votre échec, parce que cet échec serait celui de la France. Mais si nous ne le souhaitons pas, hélas, nous le craignons. Notre peuple a mis un grand espoir dans ce changement. Nous ne souhaitons pas, Monsieur le Premier ministre, que cet espoir soit déçu. Mais sur les bases que vous avez tenté de préciser hier, dans le cadre des orientations qui sont les vôtres, nous pressentons en effet que notre pays va au-devant d'un très grand nombre de déconvenus. Dernier grand groupe à s'exprimer, le PC, par la voix de son président au Palais Bourbon, André Lajoigny, qui a d'abord évoqué le sentiment des communistes sur les nationalisations. Chacun sait que nous aurions souhaité aller plus loin dans le programme de nationalisation afin de mieux maîtriser les grands pôles de l'activité économique. Mais nous respectons, là comme ailleurs, les choix des Français et nous entendons avancer dans la voie des réformes nécessaires par la mise en œuvre des nationalisations annoncées par le gouvernement. Nous constatons avec satisfaction que les nationalisations prévues vont se faire rapidement, mis à part les firmes à participation étrangère. Au Parlement, nous sommes prêts à contribuer à une discussion rapide et sérieuse des projets de loi de nationalisation. À ce sujet, nous partageons l'idée que les nationalisations ne doivent pas être l'étatisation. Les députés communistes placent résolument leur action constructive dans le cadre de la nouvelle majorité de gauche et en même temps, ils seront vigilants
sur le respect des engagements pris devant le suffrage universel. Les Français vont pouvoir mesurer le sérieux, la compétence et la loyauté des communistes. Ils vérifieront par leur propre expérience que les communistes, à l'opposé de la caricature qui en a si longtemps été faite, méritent leur confiance. Il y a eu un certain nombre d'explications de vote après la réponse de Pierre Mauroy, précisément sur ce thème des nationalisations, qui fait l'essentiel des commentaires de la presse aujourd'hui. Le Premier ministre. Les nationalisations dans ce pays ont toujours correspondu à des grands moments de la vie nationale. Toujours. 36, 44. Et aussi bien en 36 qu'en 44, les nationalisations ont toujours été comprises comme un refus d'étatisation. Travailleurs et usagers sont par exemple appelés à siéger au Conseil des entreprises nationalisées. Car lorsque vous venez dire, ou lorsque l'on entend, ou lorsque je lis que partout il y a nationalisation, c'est un secteur qui ne fonctionne pas, vous nous accusez de ne pas tenir compte des réalités contemporaines, de faire prendre du retard à l'économie nationale. Mais regardez donc tous, et je pense que la représentation nationale peut dans ce jour décisif, oui, regardez les nationalisations qui ont été faites. Et le Premier ministre de citer alors la réussite du commissariat à l'énergie atomique, de la SNCF, de la SNIAS, de Renault ou bien d'Air France. Alors comme hier avec Daniel Brem, nous allons maintenant prendre la température de l'Assemblée à quelques minutes, quelques secondes de ce vote. Daniel, toujours pas engagé ce vote d'ailleurs? Si, il est fini, on continue à compter, mais il y a tellement de délégations de pouvoir, parce que c'est une fin de semaine, qu'on a beaucoup de mal à arriver au total. Enfin, le résultat ne fait pas de doute. Alors les explications de vote maintenant. Écoutez, la droite assoupie hier est passée ce soir à l'offensive. Alors premier à manier la dague, Emmanuel Aubert du RPR. Le gouvernement socialiste crée la confusion entre le pouvoir syndical et le pouvoir de l'État. Prenez garde à la désagrégation de la nation, a-t-il affirmé. Pierre Méhaignerie, un UDF, ancien ministre, s'est révélé comme le meilleur ce soir dans l'anathème, ce qui lui a valu des applaudissements nourris sur les bancs du RPR. Vos nationalisations, a-t-il dit, ce sont des difficultés supplémentaires pour l'emploi et pour l'inflation. Cessez donc, vous qui parlez de tolérance et d'honnêteté, de faire de l'opposition et des chefs d'entreprise tous les responsables de vos difficultés. Alors, du côté de... Pardon ? Côté majoritaire, j'imagine tout allait bien. Eh bien, pas tellement. Enfin, tout au moins, on a eu une petite surprise, car M. Pierre Joxe, le président du groupe socialiste, ne veut absolument pas que son groupe passe pour Godillot. Et du coup, il a surpris M. Mauroy, qui a levé le nez en entendant une critique. M. Joxe a reproché à M. Mauroy sa discrétion sur le bilan de ses prédécesseurs. Pierre Mauroy s'est levé pour répliquer. Il y a une commission qui a été créée et elle présentera son premier rapport à la mi-septembre. Pour le reste, le programme, eh bien, M. Joxe a tout de même dit continuez comme cela et nous voterons des deux mains. Alors, porte-parole des communistes, M. Ducolonnet, pour ne pas être en reste, aurait préféré, bien entendu, se prononcer sur le programme communiste. Mais comme il y a tout de même une politique de changement, eh bien, il votera aussi pour le gouvernement. Alors là, nous attendons les résultats, mais je voudrais tout de même vous dire qu'il y a 2 abstentions dans ce vote, qui seront celles de M. Dassault et du général de Bénouville. M. Dassault n'a pas voulu voter contre un texte qui propose les nationalisations. À vous, Patrick. Oui, c'est vrai que ça le concerne tout à fait directement. Il convient d'ajouter que dans le même temps, le Sénat consacrait sa séance aux questions orales sans débat. Mais revenons sur ce problème justement des nationalisations. L'un des secteurs les plus préoccupés par les intentions du gouvernement en la matière, eh bien c'est celui des banques. Nationalisation, une expression qui, encore une fois, on l'a bien vu hier, n'a pas du tout le même sens pour tout le monde. Jean-Marc Ilouz. Nationaliser, c'est transférer à la collectivité la propriété de certains biens privés. Cette fois-ci, c'est le dictionnaire qui parle. Une vieille dame, dit-on, l'a pris au mot. Elle a voulu récemment retirer ses économies sans savoir que sa banque était nationalisée depuis 1946. Il faut savoir qu'au travers des banques nationalisées comme celle-ci, le Crédit Lyonnais, la BNP ou la Société Générale, au travers du secteur public, des caisses d'épargne ou PTT par exemple, plus de la moitié du système bancaire français est déjà soit directement, soit indirectement aux mains de l'État. Alors que représentent aujourd'hui les banques privées? Eh bien environ 13% pour les dépôts et 16% pour les crédits.
Avant l'élection de François Mitterrand, certains grands patrons de banques privées s'étaient prononcés très fermement contre les nationalisations, mesure qu'ils jugent à la fois absurde et anachronique. Aujourd'hui, ils préfèrent s'abstenir de tout commentaire tant que ne seront pas rendues publiques les modalités pratiques qui leur seront appliquées. Alors question, la suppression totale des banques privées va-t-elle nécessairement conduire à compromettre le dynamisme et la souplesse du système du crédit en France? Ce n'est pas l'avis de cet ancien banquier. Si nous rééditons la nationalisation de 1945, qui n'est pas une nationalisation mais une étatisation, par exemple du Crédit Lyonnais, de la BNP, de la Générale, ça c'est un danger. Si par contre, et c'est ce que je crois, la nationalisation respecte deux grands principes, à savoir premièrement la décentralisation, la régionalisation bancaire, et deuxièmement la participation des usagers comme du personnel ou des collectivités, aux instances de concertation et aux instances de décision, alors là, ça c'est tout à fait autre chose. Le secteur bancaire restera pluraliste. Pas question d'établir un monopole du crédit. La concurrence permettra toujours au client ou à l'entreprise de choisir son banquier, a dit hier soir M. Mauroy. Ce à quoi les banquiers privés qui n'espèrent pas autre chose répondent, mais alors pourquoi nationaliser ? Manifestement, les propos du Premier ministre n'ont pas dissipé leurs inquiétudes ou simplement leurs doutes. Oui, François Stérac a vivement réagi sur ce chapitre. Les nationalisations, a-t-il dit, sont une absurdité économique, elles sont inutiles, coûteuses et dangereuses. Cette décision est contradictoire, a dit le président du CNPF, avec les objectifs de liberté énoncés par Pierre Mauroy. A noter que les syndicats, à l'exception de la CGC, avaient accueilli favorablement les déclarations du Premier ministre. En bref, maintenant, sachez que pour Michel Rocard, ministre d'État chargé du plan et de l'aménagement du territoire, le plan ne doit pas être seulement un discours, il doit jouer un rôle d'incitation et être l'instrument de la convergence gouvernementale. Autre ministre d'État, Gaston Defferre, qui a répondu aux accusations du préfet du Loir-et-Cher, Charles-Noël Hardy, désormais préfet hors cadre, et qui s'estimait victime d'une mesure politique. Il n'a pas reçu d'avancement, a dit le ministre, parce qu'il a gravement manqué à la neutralité politique à laquelle sont tenus les préfets. D'ailleurs, un exemple a donné Gaston Defferre, l'ancien chef de cabinet de Valéry Giscard d'Estaing a été nommé préfet du Cher. Enfin, la dernière intervention d'un ministre aujourd'hui, celui de la Justice, Robert Badinter, qui a apporté de nombreux éclairages sur ses intentions, une justice nouvelle, plus libre, plus humaine, plus efficace. Justice libre, justice humaine, ou plutôt humanisée, ce sont les deux maîtres mots de la philosophie du nouveau garde des Sceaux tel qu'il l'a présenté ce matin. Justice libre, affirmation de l'indépendance totale des magistrats, réforme du Conseil supérieur de la magistrature dont les pouvoirs seront étendus et dont tous les membres seront élus, concertation avec les organisations syndicales et professionnelles de magistrats et aussi d'avocats d'ailleurs sur tous les textes proposés. Liberté, indépendance de la justice, le garde des Sceaux a voulu donner l'exemple. L'abolition de la peine de mort sera proposée le premier jour de la session d'automne au Parlement. D'ici là, les avocats généraux ne recevront aucune consigne pour ou contre de Robert Badinter. Non. La peine de mort est une question qui engage la conscience de chacun, et d'abord la conscience des magistrats, dans une affaire où elle peut se poser. Par conséquent, je ne donnerai jamais sur ce point des instructions, des indications de quelque nature que ce soit aux avocats généraux. Chacun se déterminerait selon sa conscience. Justice humanisée, deuxième volet, développement des garanties d'indemnisation des victimes, élargissement et augmentation de l'aide judiciaire, enfin retour à la politique de libération conditionnelle des petits délinquants. C'est un renversement total de la politique suivie depuis quelques années. Il y a beaucoup de travail, il faudra tout de même un peu d'argent. Le ministre de la Santé, Jacques Rallit, a lui aussi présenté son plan, un plan en 10 points que nous avons exposé dans C'est la vie tout à l'heure. Notez par exemple, il s'agit de favoriser la gratuité des soins hospitaliers et de promouvoir le rôle des médecins généralistes. Roger Gérard Schwarzenberg, président par intérim du mouvement des radicaux de gauche, ainsi il a décidé à l'unanimité le comité directeur du MRG. Il assurera cet intérim jusqu'au prochain congrès du mouvement à l'automne. Pierre Juillet, ancien conseiller de Georges Pompidou et de Jacques Chirac, dénonce dans l'Express de cette semaine tout à la fois les erreurs de l'ex-majorité et l'entrée des communistes au gouvernement.
Et puis, remise ce soir du rapport de la Cour des comptes au président de la République. Vous savez que les hauts fonctionnaires traquent les irrégularités de gestion dans l'administration. Et pour la petite histoire, sachez qu'ils se sont indignés parce qu'il paraît que les étalons appartenant aux haras nationaux sont parfaitement sous-employés. Ils ne servent que 25 juments par an en moyenne, ce qui équivaut, dit-on toujours, à la moitié de leur capacité. Alors plus sérieusement maintenant, avec Dominique Laury, le congrès du syndicat national des instituteurs qui s'est ouvert hier à Toulouse, avec en toile de fond le changement politique. Le SNI est très proche du PS et un grand nombre d'enseignants sont aujourd'hui députés socialistes. Alors cela pose quelques problèmes d'organisation et d'intendance. Dominique Laury. Par tradition, un congrès d'enseignants dans notre pays est mi-politique, mi-syndical. Cette année, la tradition est un petit peu bousculée. En fait, ce congrès du syndicat national des instituteurs qui se déroule à Toulouse est essentiellement politique, placé sous le signe de l'espérance retrouvée selon la formule de Guy Georges. D'entrée de jeu, le leader du SNI a donné le ton de ce congrès en saluant la victoire de François Mitterrand. Mais l'arrivée au pouvoir des socialistes oblige également le congrès à se pencher sur le problème de l'indépendance syndicale. Là encore, la direction socialisante se montre sans complexe. Notre syndicalisme ne sera jamais une composante d'une majorité présidentielle. Je souhaite au contraire que nous redisions que les responsabilités du syndicalisme n'ont pas varié, que nous redisions que les rapports d'indépendance du syndicat envers les partis ne peuvent pas varier, qu'ils sont même plus exigeants avec un pouvoir que nous sentons plus proche de nos ambitions. Mais le secrétaire général va plus loin. Après avoir réaffirmé l'indépendance du SNI, il réclame la même attitude du courant minoritaire proche du Parti communiste. Les responsables de la minorité Unité Action y sont-ils disposés? Acceptent-ils de participer au travail syndical en syndicalistes et non en relais du Parti communiste français? Ces accusations nous ont semblé d'un autre âge. Elles sont tout à fait intolérables et de toute façon à 100 lieues des préoccupations actuelles de nos collègues. Reste que derrière cette modération se cachent tout de même bien des divergences avec la direction du SNI. Ce soir, premier vote sur le rapport moral. Là encore, la vague rose qui a déferlé dans le pays le 10 mai va avoir des effets importants dans ce congrès. Il est probable que la direction socialisante du SNI va obtenir entre 65 et 68% des mandats. À l'instant, Bernard Pau me signale les résultats du vote à l'Assemblée. Du scrutin. Nombre de votants 453. Nombre de suffrages exprimés 449. Majorité absolue des suffrages exprimés 225. Pour l'approbation 302. Contre 147. L'Assemblée a approuvé la déclaration de politique générale du gouvernement. Voilà, 302 voix, c'est en effet 56 voix de plus que la majorité absolue. Et vous savez que Louis Mermas, qui donnait tout à l'heure les résultats de ce vote, a voté, ce qui n'était pas conforme à la tradition, mais tout à fait au règlement de l'Assemblée nationale. Il s'en est expliqué tout à l'heure. Protestation de l'intersyndicale des journalistes du quotidien Combat Socialiste contre la décision du PS d'arrêter la parution de ce journal. Joël Le Tac, ancien député RPA de Paris, reçu aujourd'hui par François Mitterrand, pour lequel il avait appelé à voter. François Mitterrand qui par ailleurs a reçu en fin d'après-midi Madame Sharansky, l'épouse du mathématicien toujours interné en URSS, et puis un autre visiteur qu'il a reçu à déjeuner, cette fois le président Houphouët-Boigny, le numéro 1 ivoirien. Philippe Rochon. Houphouët-Boigny à l'Élysée, c'était d'abord le tiers-monde à Paris. À 77 ans, il est l'un des derniers sages de l'Afrique, l'homme sans qui l'on ne peut engager de nouveaux dialogues avec le continent noir. Son pays est aussi un exemple de coopération avec la France. Nous sommes son premier client et son premier fournisseur. Sa présence à Paris symbolise la relance du dialogue Nord-Sud. François Mitterrand a voulu qu'il soit le premier chef d'État africain à lui rendre visite à l'Élysée. Nos relations remontent à plus de 34 ans et que nous sommes restés, malgré cette longue étape dans notre vie, nous sommes restés très proches l'un de l'autre.
En sortant de l'Élysée, Félix Houphouët-Boigny s'est déclaré confiant. La France, a-t-il dit, demeure porteuse d'espérance pour l'Afrique. Sommet Sadat Begin avant la fin juillet. Le Premier ministre israélien, qui devrait à nouveau être à la tête du gouvernement, se rendra à ce moment-là donc en Égypte. Et puis maintenant, le reste de l'actualité à l'étranger, toujours en images, avec Serge Misseret. Paris, la 150e manifestation hebdomadaire pour les disparus d'Argentine s'est déroulée en fin de matinée près de l'ambassade de ce pays. Les manifestants ont déposé un message à l'ambassade avant d'observer une minute de silence. Le Club des droits socialistes de l'homme, organisateur de cette manifestation, a exposé les demandes qu'il compte faire au nouveau gouvernement, notamment le rappel de l'ambassadeur de France à Buenos Aires, jugé peu motivé pour la cause des droits de l'homme. Selon les familles, il y aurait actuellement 90 000 personnes disparues ou torturées en Argentine. Pologne, le climat social s'alourdit. Après la grève observée hier par les dockers de la Baltique, les 6 000 employés de la compagnie aérienne polonaise LOT ont débrayé aujourd'hui pendant 4 heures. Cela pour protester contre le refus du ministère des Transports d'entériner l'élection par le personnel du nouveau directeur de l'entreprise. Angleterre, après Londres et Liverpool, la violence a gagné Manchester, dans le nord-ouest du pays. Hier soir, un millier de jeunes chômeurs blancs et noirs ont incendié des commerces, des véhicules. Ils ont également tenté de s'emparer d'un commissariat à coups de pierre et de cocktails Molotov. Des renforts de police ont repoussé ces assauts. Il y a des dizaines de blessés de part et d'autre. Hier, à la télévision, le Premier ministre, Mme Thatcher, a lancé un appel aux familles britanniques afin qu'elles assurent, a-t-elle dit, leurs responsabilités. Mais cet appel ne semble pas avoir été entendu. Oui, sans aucune espèce de commune mesure avec les incidents d'Angleterre, des heurts, cette nuit à Vénissieux, près de Lyon, entre des policiers, plusieurs dizaines d'adolescents qui ont fait brûler des voitures. Et puis des affrontements également la nuit dernière en Avignon. La France reste favorable au développement de la télématique. Voilà ce qu'a dit le nouveau ministre des PTT, Louis Mexando, lors de l'inauguration de l'expérience Télétel à Vélizy. Télétel, un jeu d'enfant, si je puis dire, malgré les apparences. Georges Leclerc en a fait l'expérience dans une famille. Des 1000 familles volontaires de Vélizy. Déjà, depuis quelques jours, le clavier d'interrogation du Télétel a beaucoup servi. Bien sûr, les enfants sont les plus enthousiastes et ils ont très vite compris comment obtenir des jeux, les résultats sportifs ou les réponses à leurs problèmes de maths. Télétel, c'est votre télévision ordinaire, reliée à une boîte grise, le décodeur, situé en dessous, le tout branché sur le réseau simple du téléphone. Les PTT qui organisent l'expérience Télétel fabriquent des pages à la demande des prestataires de services, des banques, des magasins, ministères, services de la ville de Vélizy, etc. Il existe déjà 60 000 pages accessibles dès aujourd'hui. Les ordinateurs du système Télétel distribuent aux abonnés les pages qu'ils demandent. Mais tout n'est pas stocké à Vélizy, au centre serveur. Télétel peut aussi faire appel à d'autres ordinateurs, comme par exemple ceux de la SNCF, quand on lui demande un horaire de train. Vous voyez, c'est vraiment un nouveau service public qui se met en marche. Télétel, c'est l'entrée dans le 21e siècle, celui de la télématique, celui de l'information. Avec l'approche prudente des PTT, Télétel pourrait bien devenir un objet indispensable à toute famille française. Réponse en 1982 à la fin de l'expérience de Vélizy. La commission de révision des procès examinera dans 10 jours les demandes de Guy Mauvillain, Daniel Debriel et Roger Knobelpies. Et puis Daniel Beaumont, cet homme qui s'était évadé par hélicoptère de Fleury-Mérogis fin février, a été interpellé ce matin avec l'un de ses anciens co-détenus en Espagne, Isabelle Bechler. Souvenez-vous de cette évasion pour le moins spectaculaire qui avait médusé les gardiens de la prison de Fleury-Mérogis le 27 février dernier. Un hélicoptère atterrissait dans l'enceinte même de la maison d'arrêt à côté du terrain de sport. Gérard Dupré, 33 ans, condamné à 10 ans de réclusion, et Daniel Beaumont, 41 ans, aussi fiché dans le grand banditisme, sautaient dans l'hélicoptère. Dans l'appareil, un homme les attendait, les armes au poing, en menaçant le pilote. On sait aujourd'hui qu'il s'agissait de Serge Coutel, dit le Gitan. Dupré avait été repris une semaine plus tard en plein Paris. Ce sont donc Beaumont et Coutel, l'organisateur de l'évasion, qui ont été arrêtés à 6 h ce matin dans une villa espagnole à Mijas Costa, près de Malaga, grâce à la collaboration du SRPJ de Versailles et de la police espagnole. À Toulouse, hier, le buste de Jaurès a disparu du square du Capitole. L'enlèvement a été revendiqué par un certain collectif pour la destruction des prisons.
Culture, le président de la République se rendra demain en Avignon. C'est la première fois qu'un chef de l'État honore de sa présence un festival qui a commencé il y a 3 jours et dont le rayonnement dépasse largement nos frontières. Un festival qui n'a pas oublié son père, Jean Vilar. Georges Bégoud nous raconte l'aventure de cet homme et de son festival. Ces fanfares de Lorenzaccio, dont résonnent toujours les hautes murailles d'Avignon, rappellent que depuis 34 ans, la Cité des Papes est devenue le carrefour du théâtre le plus important du monde. L'histoire du Festival d'Avignon commence en 1947, lorsque Jean Vilar, jeune acteur et metteur en scène, dirigeant une petite compagnie, s'arrête dans cette ville où chaque place, chaque cloître respire le théâtre. La cour d'honneur du Palais des Papes, par son ampleur et sa majesté, offrait à Vilar la possibilité de montrer, dans un cadre qui échappe à la tradition du théâtre fermé, de grandes pièces destinées à tous. Pour Vilar, les Journées d'Avignon étaient le début d'une démarche artistique importante, la décentralisation. Vilar voulait aller vers le public, lui offrir ce qu'il y a de meilleur, de beaux textes, des mises en scène originales et au-delà du spectacle, dialoguer avec lui. Jean Vilar, le créateur de cette fête, pouvait-il songer dans les années 50 au formidable retentissement de son entreprise? Pouvait-il imaginer qu'il aurait sa maison en Avignon? Une maison ouverte à tous, non pas un musée poussiéreux, mais un foyer où se réunissent tous ceux que le théâtre passionne. Irriguer, ensemencer, ces deux mots, ces deux idées qui ressortent des déclarations culturelles du nouveau gouvernement, Vilar en est sans doute l'un des tout premiers inspirateurs. Un public populaire n'est pas le public ouvrier. Non, mais encore une fois, par rapport à l'extrême division du travail désormais, qu'est-ce que l'ouvrier? Qu'est un ouvrier? Et un homme qui est vraiment ouvrier, s'appelle-t-il ouvrier? Il a un terme, ou mécanographe, ou ajusteur, etc. Est-ce que le TNP doit faire du théâtre pour les hommes de peine? Il y a tout de même une sélection, et qu'on soit ouvrier ou grand capitaliste, il faut qu'un homme ait le goût de cette chose-là. On peut reprocher au théâtre de ne pas provoquer ce goût, certes. Mais nous étions là, nous étions une provocation à l'égard de certaines classes sociales qui sont défavorisées au point de vue culture, enseignement. De Gérard Philippe à Maria Cazares, en passant par Daniel Sorano, on connaît les grandes figures qui, autour de Vilar, donnèrent à la vie théâtrale de notre pays des dimensions artistiques et sociales exemplaires. Aujourd'hui, Avignon propose en juillet et août plus de 50 spectacles à 150 000 spectateurs. Il n'est pas un porche, un perron, une cour qui ne soit investie par des comédiens, des mimes, des musiciens, des danseurs. La place de l'Horloge est une fourmilière colorée. Peut-on dire qu'on ne trouve là que des fils spirituels de Vilar? Certainement pas. Mais n'est-ce pas le propre des entreprises d'avant-garde que de provoquer de nouvelles formes de pensée et d'expression? Oui, pardon pour les incidents techniques qui ont émaillé la diffusion de ce sujet. Alors, en tiercé, il fallait jouer le 25, le 15 et le 10. Donc, ce tiercé pour 5 francs vous rapporte près de 8000 francs dans l'ordre et dans un ordre différent, 1380 francs. Le Tour de France, vous allez voir l'arrivée de la 4e étape remportée par le Belge Freddy Mertens. Cette étape Beringen-Hasselt, c'est-à-dire donc en Belgique, faisait 157 km. Elle a donc été remportée au sprint par le Belge Freddy Mertens devant 2 de ses compatriotes, Eddy Plancart et Alphonse De Wolf. Le premier français 4e, Yvon Bertin, devant Guido Van Kalster et compagnie. Il n'y a pas de changement majeur au classement général. Bernard Hinault est toujours en tête avec 57 secondes d'avance sur l'Australien Anderson et 3 minutes 57 sur son compatriote Gilbert Duclos-Lassalle. Il faut que je vous dise aussi que Bison Futé est extrêmement pessimiste pour demain et après-demain, pour les départs du 14 juillet. Vous le voyez, donc ne pas prendre si possible la voiture entre 15h et 21h pour quitter les grandes villes. Et pour samedi, ce sera encore pire, entre 3h du matin et midi, c'est-à-dire à peu près l'heure qui intéresse tout le monde. Donc faites très attention, les retours aussi seront très difficiles, nous en reparlerons en temps utile. La météo maintenant avec Alain Gillot-Pétret et puis tout de suite un coup d'œil sur sa pochette. C'est comment? Je vois rien. Ah si, gris. Il y a quand même des nuages demain et une fraîcheur qui arrive de plus en plus par l'ouest. Fraîcheur vraiment très relative, mais tout de même très révélatrice. Regardez les températures relevées à 14h aujourd'hui. J'ai tracé pour vous la ligne du froid. Il faisait 19 au Havre, 19 à Alençon et 29 à Paris qui était là dans l'air chaud. C'est quand même très impressionnant.
La prévision pour demain, je vous le disais, donc une certaine fraîcheur à l'ouest du pays avec un temps variable, éclairci, passage nuageux, quelques pluies résiduelles. Tandis qu'à l'est, toujours un temps orageux et lourd. Cette zone se décale vers l'est. La prévision de température, très légèrement en baisse par rapport à aujourd'hui, mais tout de même, regardez, entre 19 et 29 degrés, ça n'est plus la canicule, mais ce n'est tout de même pas le froid polaire. Enfin, notre éphéméride pour demain. Demain, vendredi 10 juillet, l'éphéméride ne vient pas, c'est pas grave, les heures de soleil, ce sera 6 heures pour Paris, le soleil se couchera 21h52, mais si, là, voilà, et c'est la fête des Ulrich. Ulrich qui a été le premier saint canonisé par un pape, voilà pourquoi je vous le dis. Ah, puis qui est le dernier PDG en Zen 2, alors oui, mais enfin ça, président directeur général. Le dernier journal vous sera présenté par Jacques Merlino aux alentours de 23h, 23h30, tout à fait en fin de programme. Et puis demain, Antenne de midi sera réalisé depuis Céveso avec Martine Alain Regnault, Jean-Pierre Guérin et Daniel Bilalian qui nous parlera de Céveso 5 ans après. Et puis nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, à 20h demain soir. Bonsoir à tous.